Mercredi 31 janvier. Marseille. Les Calanques ont acquis une qualité fantasmatique, modelée par plus d'un siècle de lutte d'associations de randonneurs, de grimpeurs, de sociétés nautiques et de collectifs de protection de l'environnement pour les extirper de l'activité industrielle et de multiples projets destructeurs. À la différence des paysages de Fos-sur-Mer et de l'étang de Berre, situé plus au nord et ouvertement transformé par l'industrie lourde et les processus pétrochimiques menés depuis le XIXe siècle, le parc des Calanques nous rappelle à un besoin caractéristique des différentes époques capitalistes, celui de nous fabriquer, proportionnellement à l'exploitation, la mutation et l'épuisement des écosystèmes, des possibilités d'expériences idylliques. Le pouvoir de la beauté des Calanques fait écho aux rêves de nature sous cloche et aux parcs nationaux qui émergent entre le XIXe et le début du XXe siècle en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, au sein des sociétés industrielles et coloniales. Le pouvoir de nous faire croire que nous serions là en présence d'une nature sauvage et fragile, d'un paysage préservé. Pour un peu, les vieilles batteries, bunkers, ruines d'usines et leurs scories, les anciennes bergeries qui surgissent parfois des protubérances rocheuses, comme de certaines crêtes, des îles du Rioux, de Mer ou de l'archipel du Frioul, nous feraient presque croire aux mythes oubliés de sociétés antiques. Tandis que l'imaginaire du tourisme de masse promu par la ville associe constamment Marseille à ses origines grecques, je me laisse régulièrement enjôler par les harmonies furtives qui se tissent hors saison à Montrose ou sur les plages des pierres tombées de la Calanque de Sugiton. Lorsque les yachts et autres zodiacs n'ont pas envahi les eaux dans lesquelles nous nous baignons, que nous sommes allongés nus, les queues à l'air comme des sirènes sur les grands rochers de calcaire blanc, les après-midi chantonnent des pastorales virgiliennes et saphiques d'une séduction factice que j'aime particulièrement. Combien de fois, heurté par le stress et les mouvements même de la destruction, je m'y suis rendu pour y dérober un apaisement fugace, pour y refaire l'expérience d'un enchantement qui semble appartenir de plus en plus au territoire de l'enfance. Sur les rayonnages de Mémoire des sexualités, le centre d'archives LGBTQI de Marseille, situé rue d'Aix, j'ai retrouvé ce matin une vidéo de 1979 de la télé belge, réalisée lors des premières universités d'été homosexuelles qui s'étaient déroulées à Lumini la même année. Une jeune troupe foule les petits chemins plongeant vers la crique de Sugiton avant de se laisser porter par les vagues et de se prêter aux questions d'un journaliste de la RTBF. À la nuit tombée, 2 d'entre eux passent la nuit dans une vieille bergerie. Moment de vacances, nous dit-on, de liberté suspendue pour queer en quête de liberté. Les marges, ou plutôt le caractère périphérique des Calanques, répond-il à un besoin spécifique, à la possibilité d'un refuge et d'un anonymat lorsque les bars de la ville, à l'époque, ne le permettent pas vraiment? Que sont devenus ces pédales à l'orée des années 80? Leurs corps tannés par le soleil sont-ils encore chauds, allongés sur ces pierres tombées? La Seine, même parée des plus beaux filtres arcadiens, est comme un éventail qui, déplié d'un coup sec, impose d'inévitables ombres et déformations. Il y a 2 ans, nous étions une petite bande à nous rendre à Montrose. Le vent soufflait fort sur la corniche et nous faisait filer à toute allure sur nos vélos. À notre arrivée, un bateau de marins-pompiers, une houle de souffle coupé suspendue au rythme de vagues bien trop hautes. Des cris et des têtes réclamaient tant bien que mal à une mer dont j'avais méprisé la force et le désintérêt pour la vie humaine. Une triste tribu de culs nus, levés en forme d'amphithéâtre, tendant leur smartphone pour se protéger pendant quelques secondes encore de la réalité du drame en train d'advenir. On repêcha un corps adolescent ce jour-là et j'eus la certitude que dans les plis de ces abords rocheux, tranchant les pieds, les fesses et parfois la vie comme un fil, une densité, une charge différente serait avec moi désormais à chacun de mes retours ici. Parfois, lorsque je descends délicatement vers la mer, non loin de l'endroit où je le vis pour la dernière fois, je m'attarde sur l'installation un peu piteuse censée nous permettre de résister aux assauts des vagues et des courants.
une sorte de corde à laquelle nous nous accrochons comme des asticots pour ne pas nous fracasser les membres contre les rochers. Les territoires de nos érotismes nous imposent des réalités avec lesquelles il vaut mieux apprendre à se réconcilier. Kalanka, esquisse d'un paysage usé par Si Le Cerf Molpois. Dès le moment où je suis monté dans ta voiture, je m'en suis remise à toi. Je n'avais pas eu la curiosité, avant de partir, de regarder où se trouvait notre destination. Tes explications m'avaient permis de situer à peu près, c'était suffisant, de toute façon c'est toi qui conduisais, et tu aurais pu parcourir cette route les yeux fermés. Je te faisais une confiance absolue. Comme toi, j'avais passé l'essentiel de ma vie dans cette région. Mais moi, depuis l'adolescence, je n'avais pas cessé de chercher à la fuir. Ces villages qu'on traversait, ces étendues vallonnées, champs cultivés, petits bois bien entretenus, et le ciel par-dessus tout ça dessinait un paysage qu'aujourd'hui, à 27 ans, je ne pouvais plus voir en peinture. Les yeux posés sur la route, hypnotisés par les lignes blanches et les poteaux plantés à intervalles réguliers, je ne pensais à rien, je t'écoutais parler. À un moment, sans que je m'en rende compte, après un virage ou en passant un petit col, on a dû entrer dans un territoire nouveau. Le trajet n'avait pas duré plus d'une vingtaine de minutes, et pourtant, en descendant de la voiture, à l'orée de la forêt, je ne reconnaissais plus rien. Février, presque mars. Les arbres encore nus se détachaient très nets contre un ciel limpide. On marchait sur un sentier humide, tu me montrais comment la forme des feuilles du lierre évoluait en grimpant le long des troncs. Tu repérais des grappes de baies, des scies blanches très rares, peut-être un cornouiller en fleurs. Je ne le sais que parce que j'ai noté ces choses sur mon téléphone. S'il y avait des odeurs sur le moment, elles n'ont pas traversé le temps. Le paysage qu'on arpente dans ma mémoire ne sent rien. Pour le reconstituer, je dois inventer notre parcours, nos voix dans l'air adouci de cette fin d'hiver, nos pas sur le sol meuble. Se mêle à ce souvenir celui d'autres promenades avec toi, dans ce lieu où ailleurs on a tellement marché ensemble. Quand je pense à nous deux, c'est ce que je vois d'abord, nos deux corps debout, côte à côte, en mouvement. On ne change pas, c'est le paysage autour qui change. Un chemin en pente sous des arbres que je n'identifie pas, la lisière de la forêt, puis un pâturage d'un vert très pâle. C'est là que tu as pointé un endroit où le terrain s'aplanissait comme une sorte de trêve dans le mouvement de la colline. Tu m'as dit, même si tes mots exacts, bien sûr, m'échappent, qu'ici avant se trouvait une ferme, que c'est ici qu'était né ton grand-père, celui qui venait de mourir. L'enterrement avait eu lieu 1 ou 2 jours plus tôt. Le temple protestant était plein, j'étais arrivé suffisamment à l'avance pour prendre place à l'intérieur. Une partie de la foule devrait se contenter de suivre la cérémonie depuis le parvis. Je n'avais croisé ton grand-père qu'à de rares occasions. Ce que je savais de lui, c'est qu'il avait été lieutenant-colonel de l'armée suisse et qu'il te faisait des dictées quand tu étais plus jeune pour que tu améliores ton orthographe désastreuse. Il avait aussi été municipal et secrétaire de ton village, puis archiviste. 6 ans plus tôt, à l'occasion de son 90e anniversaire, un journal lui consacrait un article. C'est à une figure d'une certaine envergure que nous venions rendre un dernier hommage. J'attendais le moment où le pasteur t'inviterait à monter au pupitre pour prendre la parole. Tu avais préparé un texte dont tu m'avais parlé, mais que je n'avais pas lu. Tu avais dû le terminer à la dernière minute. J'ai tout oublié de ce discours, sauf une chose. Ce jour-là, dans le temple protestant, face à cette foule grisonnante, émue et recueillie, tu racontes brièvement et avec une grande pudeur la réaction de ton grand-père lorsqu'il a appris que tu étais gay. Il t'a convoqué. Il ne s'attendait pas vraiment à ça. Mais la famille, c'est la famille. Tu restes donc son petit-fils. Je ne sais pas si les gens mesuraient le courage qu'il t'avait fallu pour prononcer ces quelques mots. Je m'étais éclipsé peu après la fin de la cérémonie, mais pas avant que tu me proposes, si ça me disait, qu'on aille un de ces jours voir les jonquilles. Je n'ai plus oublié depuis ce jour-là leur période de floraison. Les jonquilles faisaient partie des rares espèces que j'étais capable de reconnaître, mais je n'avais jamais fait le lien entre leur aspect de haute trompette jaune et l'arrivée par à-coups du printemps.
Mon enfance s'était déroulée à la campagne, j'avais passé les 10 dernières années à étudier et voyager. Pourtant, j'ignorais toujours le nom de la plupart des choses qu'effleurait mon regard. Après avoir contemplé le lieu où s'élevait autrefois la ferme natale de ton grand-père, on a poursuivi notre promenade en lisière de la forêt. Plus les jonquilles se multipliaient autour de nous, plus on croisait de gens. Il était strictement interdit de cueillir les fleurs, mais pas de les photographier ni de les poster sur les réseaux sociaux. Tu venais ici depuis ton enfance, tu avais assisté à l'évolution de la région, longtemps presque secrète, logée dans les replis de la colline et devenue désormais quelques semaines par an une attraction comme une autre. Ça te mettait en rogne, tout ce monde dérangeait les oiseaux, les rongeurs. Quand je t'ai fait remarquer que nous aussi, on était là, tu m'as dit oui, bien sûr, mais c'est une question de masse, de nombre. Il faudrait sanctuariser la zone, en faire une réserve. Tu as ajouté en souriant, ensuite, il n'y aurait plus que les gens assez malins qui sauraient contourner les barrières et se faufiler ici, on aurait la paix. Les fleurs étaient partout, elles modifiaient l'atmosphère comme si leur couleur déteignait sur le chemin de nos visages. Mais là encore, c'est peut-être seulement le souvenir qui a pris cette teinte comme une vieille photographie. On ne s'est pas attardé au bord de ces prairies lumineuses, tu marchais d'un bon pas et je t'ai suivi, tu savais où tu allais. Une autre évolution à laquelle tu assistais, la manière dont d'année en année les jonquilles étendaient leur empire. Il y en avait maintenant jusque loin à l'intérieur de la forêt. Dès qu'on s'est enfoncé sous les arbres, on n'a plus croisé personne. Tu regardais autour de toi, tu as fini par quitter le chemin. Ah tiens, un sanglier était passé par là. Je ne comprenais pas ce qui te faisait dire ça, je ne voyais rien. Il fallait écarter des branches, se baisser, faire attention aux ronces. Tu t'es arrêté pour sortir une petite truelle trouillée de ton sac à dos et tu m'as demandé de faire le guet. J'étais à la fois amusé et agacé par cette manière que tu avais de te croire toujours au-dessus des règles. Je scrutais la forêt autour de nous, mon cœur battait plus fort, aucune idée de ce qu'on risquait si on se faisait attraper. En quelques mouvements rapides et précis, tu as déterré une touffe de jonquilles, tu as enlevé un maximum de terre autour des racines, puis tu les as déposées soigneusement dans un sac en papier. Tu as répété l'opération quelques mètres plus loin, j'étais prêt à donner l'alerte si quelqu'un approchait, mais personne n'est venu. Tu as glissé très doucement les jonquilles dans ton sac à dos, puis la truelle. Après l'avoir tapoté contre ta chaussure pour en faire tomber la terre, tu rayonnais comme un enfant. On a recommencé à parler en regagnant le chemin. Chaque printemps, tu volais des gerbes pour les replanter autour de la maison de ton père. Cette année, tu irais en mettre aussi près de ton immeuble, en ville, avec quelques crocus. Une forme de terrorisme biologique, tu as ajouté. Je t'ai traité de sale gamin et j'ai pensé que la promenade touchait à sa fin, mais tu m'as proposé d'aller voir le canal. Entre roches, Bruno Pellegrino. Au tout début du XXe siècle, Edward Carpenter, un libertaire anarchiste proche des mouvements utopistes britanniques, écrit « La nature était plus importante pour moi, je crois, que n'importe quel attachement humain ». Plusieurs décennies plus tard, le poète, auteur et photographe Gustave Roux publie « Campagne perdue », un journal rassemblant 50 années de notes, de voyages, de poèmes à la mémoire d'une terre paysanne romande qui disparaît face à la fureur des moteurs et des foules. Nous sommes en 1972 et c'est la même année que paraît le rapport Meadows, ou le rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance, à l'origine des mouvements, de l'émergence des considérations écologiques mondiales. Dans les années 80, l'artiste Derek Jarman, alors atteint du VIH, décide de créer un jardin idyllique sur les côtes anglaises. Aujourd'hui, c'est Bruno Pellegrino, si le cerf Maulepoix, qui interroge comment décrire ce qu'on voit, et en particulier la nature, depuis des vies minorisées, voire exclues de ces territoires concrets et symboliques. Dans un monde marqué par l'emprise, qu'elle soit celle de certains vivants sur d'autres, d'une certaine culture sur d'autres, d'une certaine sexualité ou d'un certain genre sur d'autres, d'un certain modèle économique sur d'autres, d'un certain système de relations ou de croyances sur d'autres, quelle place occupent celles et ceux qui se situent dans les marges de la société dominante? Leurs pratiques et leurs pensées, à la manière d'espaces en friche, jugés malvenus par cette société, tentent de se dérober à la maîtrise et à la norme et deviennent aussi bien des lieux de dissidence que des lieux de floraison, de refuge
et de rayonnement pour la conservation de la diversité, qu'elle soit sociale ou biologique. Une diversité qui porte un regard perspicace sur l'état de notre monde, une diversité qui aussi perturbe, trouble et brise la rigidité des dualismes contemporains à l'origine des maux d'une planète et d'une nature aujourd'hui en crise. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Dariusz Gevami et avec mes invités Bruno Pellegrino et le Cerf Molpois ainsi que les figures de proue de la pensée que nous convoquerons aujourd'hui, nous vous proposons de nous engager dans ces brèches et d'explorer par le regard croisé de la littérature et de l'activisme le concept de nature writing sous le prisme d'une perspective minoritaire de parenté queer et gay. Quelle forme de rapport au vivant peut-on tisser lorsqu'on fait des expériences considérées comme minoritaires? Comment continuer à trouver désirables des écosystèmes bouleversés par le capitalisme moderne? Alors Bruno, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es lauréat du prix du jeune écrivain pour ta nouvelle Idiot du village chez Buchet-Chastel en 2011 et tu comptes aujourd'hui à ton actif 4 livres sous ta plume aux éditions Zoé, comme Atlas, un récit de voyage paru en 2015, Là-bas, août est un mois d'automne, librement inspiré de la vie justement de Gustave Roux et de sa sœur, paru en 2018, qui a remporté de nombreux prix. Dans la ville provisoire, paru en 2021, également primé, et dernièrement Tortue, paru en 2023. Tu as également été actif pendant 10 ans au sein du collectif littéraire Ajar, que tu as cofondé, rassemblant plus d'une dizaine de jeunes auteurs romans et romandes, avec qui tu as publié Vivre près des Tilleuls chez Flammarion en 2016. Et tu es aussi aujourd'hui éditeur. Si, bonsoir, tu es journaliste, chercheur indépendant et auteur. Tu t'intéresses tout particulièrement aux luttes sociales et aux migrations et à la culture queer. Tu es également investi dans les collectifs militants LGBTQIA+, et de justice climatique en France. Tu es l'auteur de Écologie déviante, paru chez Cambourakis en 2021, un ouvrage édifiant sur les liens entre l'écologie politique et vu sous un prisme justement des mouvements LGBTQIA+. Et tu es également l'auteur de Edward Carpenter et L'autre nature, qui met en lumière les recherches de cet auteur méconnu en francophonie, paru en 2022. Tu poursuis actuellement plusieurs projets d'écriture et de traduction sur les mouvements de libération sexuelle, l'écologie, le militantisme sanitaire, la technocritique, dont un ouvrage autour de la traduction d'un manifeste gay de l'activiste états-unien Carl Whitman. Alors peut-être première question, après cette longue introduction. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a entendu 2 textes inédits des 2 auteurs qui nous ont généreusement partagé ces textes en cours de chantier. Est-ce que tu pourrais, a priori, tu serais à l'initiative de l'invitation de Bruno, et j'aurais voulu revenir sur les raisons de ta volonté d'inviter Bruno ce soir ici, et peut-être aussi vous faire réagir sur ce qui vous intéresse chez l'autre, dans le travail de l'autre. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai découvert ton travail via un ami suisse qui m'avait offert Tortue. Et puis très vite, ce même ami m'avait fait découvrir un peu l'histoire de Gustave Roux. Et puis je me suis rendu compte que tu avais aussi écrit à partir de l'histoire de Gustave Roux. Et je pense que quelque chose qui, sans avoir en fait lu ton livre sur Gustave Roux encore, je pense que j'avais un désir fort de pouvoir engager une conversation, d'avoir le privilège de pouvoir engager publiquement une conversation autour de à la fois ce rapport dont on a déjà discuté un peu préalablement du paysage, mais aussi le rapport à la mémoire et à la mémoire queer ou à la mémoire gay, et à la manière dont elle nourrit à la fois un certain regard sur le paysage, une certaine aussi parfois conscience écologique éventuellement, et dont elle nourrit aussi nos écritures et nos subjectivités. Donc il y avait ça. Puis je pense aussi que c'est en arrivant depuis la France, mais aussi en travaillant à partir d'auteurs qui en fait écrivent sur d'autres paysages, c'est aussi très important de pouvoir les faire résonner avec un territoire qui est en tout cas aux alentours. Et voilà. Donc, je suis très ravi d'avoir cette occasion. Bruno, toi, peut-être aussi tu connaissais littérairement est-ce que tu vas nous dire un peu quelques mots de ce qui t'intéresse dans son travail? Ouais, en fait, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que en fait, moi, j'écris essentiellement de la fiction et je me pose constamment la question, je ne suis pas le seul, mais en fait, un tout petit peu à quoi bon? Et disons, l'une des autres possibilités d'action, c'est le militantisme. Et moi, en fait, je milite pas. Je suis pas militant. C'est pas que j'ai pas d'idées, pas d'envie, mais en fait,
dans les faits, je ne fais pas ça. Et du coup, quand j'ai découvert Écologie déviante, qui mettait en rapport des luttes écologistes et des luttes queer, enfin qui essayait en tout cas de faire communiquer ces deux mondes qui en fait se parlent pas beaucoup. Tout ça sous une forme écrite, littéraire, en convoquant justement des figures. Enfin, j'ai reconnu tout à coup comme une autre voie possible, voilà, une sorte de voie d'action, ou en tout cas de réflexion, qui est pas la littérature, en tout cas la fiction telle que moi je la pratique, et qui m'intéresse du coup beaucoup. Et effectivement, assez vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait presque le plus, c'est quand tu te mets à raconter les vies de ces vies, quoi, les vies d'autres gens, que ce soit sur un paragraphe, une personne que tu as croisée à San Francisco, ou bien sur 3 chapitres, la vie d'Edward Carpenter. Enfin voilà. Et ce rapport à d'autres figures qui nous permettent de nous situer et de nous réfléchir à la situation et à soi-même, c'est quelque chose qui m'a tout de suite, où j'ai senti une parenté, quoi, c'est sûr. Ouais. On va revenir justement sur ces figures. Et peut-être avant, et peut-être pour mettre aussi tout le monde sur une même base, est-ce que si tu arrives, et je sais que brièvement c'est compliqué comme exercice, de le faire brièvement, pardon, de peut-être juste revenir sur ce parallèle, sur cette analogie, faire une synthèse un petit peu d'écologie déviante, c'est difficile, hein, c'est vraiment, ça c'est la question pas cool, fais-nous une synthèse d'un livre. J'essaie d'être efficace. Mais justement peut-être de revenir sur les analogies entre les luttes écologiques et justement les luttes queer. Voilà. En fait, j'ai commencé cette écriture parce que je venais d'un endroit militant. Et je n'avais jamais écrit. Mon premier livre a vraiment été Écologie déviante. Alors j'avais un très fort désir d'écriture en amont, mais je ne m'étais pas autorisé à le faire. Et donc d'abord, l'envie d'articuler la question d'une expérience queer ou d'une expérience de minorisation en raison de sa sexualité, elle est venue d'abord d'un besoin théorique et politique, c'est-à-dire de militer et éventuellement de sensibiliser mes amis écologistes, les groupes écologistes dont j'avais fait partie ou de justice climatique, et puis aussi de commencer à me dire est-ce qu'il y a éventuellement un point de vue ou des perspectives spécifiques qui sont nourries par une certaine expérience de la domination, une certaine expérience de la violence. Il se trouve qu'à l'époque, en amont de ça, dans les années 2013-2015, et puis là plus récemment, il y avait énormément de débats autour de la question du mariage, autour de la question des technologies de reproduction. Là plus récemment, on voit d'autres ramifications avec la question des transidentités, etc., qui étaient autour de ce concept de nature et de contre-nature. Et je me disais, qu'est-ce que ça signifie pour des expériences queer d'avoir à gérer cette sorte de concept et puis toute cette stigmatisation qui peut être soit contre nature, artificielle, transhumaniste, etc., de se voir constamment adossé à des territoires hors de la nature. Et qu'est-ce que ça voudrait signifier? Quel serait un retour à la nature de ces existences, notamment quand il y a aussi une partie des récits queer et aussi dans la culture, c'est des récits qui quittent souvent l'espace duquel on a grandi, c'est quitter la famille et quitter les territoires de la ruralité, quitter les petites villes et aller enfin chercher l'émancipation dans une grande ville, dans une forme de modernité. Et donc ça m'intéressait de commencer à questionner en fait tous ces récits-là et de me dire est-ce qu'il y a eu des mouvements inverses? Et puis progressivement, de ne pas se limiter à est-ce qu'il y a eu des mouvements inverses, mais est-ce qu'il y a eu aussi une réappropriation de la ville, des questions de la modernité, des formes de critique des technologies, depuis des perspectives queer. Et donc, se sont tissées au fur et à mesure un certain nombre de références dont on a déjà évoqué certaines, de sensibilité, d'histoire. Moi, j'avais envie de déterrer quand même des généalogies que personne ne valorise, notamment dans les mouvements écologistes, socialistes, etc., qui étaient en fait des traversées, des trajectoires de personnes qui avaient pu faire l'expérience d'une stigmatisation en raison de leur sexualité ou de leur genre. C'est pour ça que j'en préfère employer le terme de déviance, parce que pour moi ça couvre aussi une série de formes de domination qui prennent en compte la question sexuelle, mais pas uniquement, et qui avaient tenté, de créer un autre mode de vie, peut-être de réfléchir si elles avaient elles-mêmes un rôle à jouer pour transformer la société, etc., etc. Carpenter en est un exemple, Jarman en est un autre, etc.
Bon, voilà, un petit résumé. Venons-en justement à ces personnalités-là. Donc on a évoqué Gustave Roux, on a évoqué Edward Carpenter, on a évoqué Derek Jarman, et on va se concentrer sur ces 3 auteurs. Il y en a d'autres, évidemment. En tout cas, moi, j'aimerais savoir qui sont-ils, ces 3 auteurs-là, pour la littérature, pour l'écologie, mais pour la communauté aussi queer. Peut-être première question à toi, justement. Bruno, tu as travaillé justement sur Gustave Roux. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Gustave Roux? Qu'est-ce qu'il allait chercher dans la nature? Qu'est-ce qui t'a intéressé spécifiquement dans son rapport à la nature et au paysage? Donc Gustave Roux, c'est un poète suisse qui est né où d'ailleurs? Au-dessus de Vevey. Ah, ça y est, ça me revient. C'est des choses que... Bref, à la toute fin du 19e siècle, et qui a été vraiment, entre les années 30 et les années 60, le poète majeur en Suisse romande. Après la mort de Ramu, notamment, il a vraiment un peu pris... Enfin, on lui a plutôt donné cette place-là de grand poète roman. Il meurt en 76. Moi, je nais en 88. Très près de où il est mort, d'ailleurs, à une dizaine de kilomètres de où il a passé sa vie entière. Voilà. Et je n'avais jamais entendu parler de lui avant mes, je sais pas, 21, 22 ans et mes études de lettres, quoi. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a cette espèce de... qui a eu vraiment une grande importance et en fait, qui reste extrêmement important pour des petites grappes de personnes comme ça, en francophonie, un peu partout, mais voilà, qui globalement est très méconnu. Et quand je l'ai découvert donc à l'université, moi je ne lisais pas du tout de poésie, donc c'est vraiment pas par sa poésie qui m'a attrapé, mais par ses photos. Parce qu'en réalité, toute sa vie, il a aussi pris des photos, et là ça a directement un lien avec notre sujet, puisque en voyant, c'était un livre, en l'occurrence de photos, qui s'appelle Terre d'ombre, dans lequel on voit ces paysages dont je parle dans le texte que Si a lu en ouverture, ces paysages que je ne pouvais plus voir en peinture dans ma vingtaine, qui sont voilà, à la campagne, en fait, autour, pas très loin d'ici. Hein. Si vous descendez un peu en direction du Gros de Vaud, vous verrez ça. Et donc, en fait, c'était ces paysages que je connaissais très, très bien, que je ne connaissais que trop bien, mais vus par quelqu'un d'autre qui, de toute évidence, lui, les aimait et lui pouvait les voir en peinture et non seulement, mais voulait aussi les fixer. Et puis, tout de suite, par-dessus ces paysages qui n'avaient pas beaucoup bougé finalement entre ce que je voyais, des photos prises dans les années 30 ou 40 et mon enfance dans les années 90, disons, la campagne n'avait pas énormément changé sur ces photos. Mais il y avait ces hommes, en fait, dans le livre en question. Après, j'ai découvert que Gustave Roux avait pris des photos de toutes sortes de choses. Mais en l'occurrence, le livre en question faisait le choix de mettre beaucoup, beaucoup de photos de paysans au travail, le plus souvent torse nu. Et en voyant ces photos, j'ai évidemment tout de suite pensé que celui qui avait pris ces photos n'était pas indifférent à ces hommes. C'est sûr qu'il y avait tout de suite une sorte de dimension de désir, disons, pour aller vite. En tout cas, il y avait une volonté de les mettre en valeur et de leur donner toute la place dans ce paysage. Donc moi, c'est à travers ces photos que je suis arrivé chez Gustave. Et puis, par après, j'ai lu son journal, sa correspondance, et très graduellement seulement, je suis arrivé à sa poésie. Donc voilà. Et puis, pour répondre quand même à la question de son rapport à la nature, en fait, c'est quelqu'un qui hérite vraiment des romantiques allemands, donc pour qui la nature est en fait un réservoir de signes. Il y a quelque chose à comprendre, comme si la campagne était une sorte peut-être de livre, ou en tout cas plutôt de chambre d'écho, et il faudrait réussir à percevoir des voix qui vont vous dire des choses. Ça sonne un peu perché, mais en fait, quand on le lit, c'est extrêmement concret, parce que cette sorte de conception du monde, elle s'incarne dans des choses très concrètes, dans les chants des oiseaux, le nom des fleurs, l'angle de la lumière, enfin voilà, des choses très concrètes qui font que toute sa vie, Gustave Roux non seulement ne s'est pas lassé du paysage dans lequel il a toujours vécu, mais qu'il a même pas cessé de le creuser, en fait, parce qu'il avait une question à lui poser. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est que il a pris 50 ans pour publier Campagne perdue.
ces 50 années d'arpentage en fait, de cette campagne-là. Et ce que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est que c'est à travers aussi cette admiration pour ces corps masculins qui raconte aussi eh bien, la cause paysanne, qui est en train d'évoluer, d'être bouleversée par l'avènement de l'industrialisation de cette époque-là, en fait. Et donc, en fait, on a un double regard et il y a un double message aussi qui est transmis aussi par ces œuvres-là, ou en tout cas, je parle des photos en l'occurrence. Oui, oui, en fait, ça c'est une sorte de coïncidence de calendrier. C'est qu'il est né et il a vécu cette période de bascule en fait, des campagnes. Et là, pour le coup, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus lu en France, cela dit, de plus en plus. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé en Suisse romande s'est passé absolument, si vous lisez les romans de Marie-Hélène Lafon, qui est arrivée après lui. Mais elle témoigne, elle, de la suite de ce processus. Et pourtant, elle vient de France, mais en fait le processus est partout pareil dans cette partie du monde. Et effectivement, Gustave Roux, il a assisté à ça. Et une chose qui m'a assez vite intéressé et plu chez lui, c'est qu'en réalité, il n'est pas du tout passéiste et il est à peine nostalgique. En fait, il est plutôt témoin. Il assiste à quelque chose. Parfois, il le regrette. Certaines choses, il les regrette. Mais de manière générale, c'est simplement que, bon, bah voilà, je suis là à ce moment-là du monde et avec mes outils, qui sont en l'occurrence pour lui la poésie, je témoigne. Et cette posture-là, c'est vrai qu'elle m'a tout de suite touché et elle m'inspire vraiment. Je trouve que il y a quelque chose de très humble et en même temps de très ambitieux. Donc voilà. On va y revenir plus tard sur cette dimension d'archivage et cette nécessité voilà, d'être témoin aussi d'archiver. Donc toi, tes références, on a évoqué deux, hein, et notamment Edward Carpenter. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par lui? Est-ce que tu pourrais nous dire qui était Edward Carpenter? Et voilà, pareil aussi, comment se témoigne son désir du paysage, qu'est-ce qu'il allait chercher lui dans la nature, et comment tu as été touché, qu'est-ce qui t'a intéressé justement là-dedans. Peut-être qu'on peut le faire en commençant par faire une lecture, on le fait après. Non, le feu. Je peux dire quelques mots, peut-être vite fait. Donc Carpenter, il meurt en 29, si je ne me trompe pas, 1929. Donc c'est quelqu'un qui vraiment traverse quand même la deuxième moitié du 19e siècle et qui est considéré comme une des voies importantes, même s'il a été complètement oublié, du socialisme, et du socialisme anarchisme, socialiste libertaire anglais. C'est quelqu'un qui en fait est, alors sinon polymathe, en tout cas une sorte est un peu touche à tout sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il va à la fois participer à l'essor du socialisme en Angleterre, il va développer ce qu'aujourd'hui on appellerait une forme de décroissance, c'est-à-dire ce que lui il appelle une vie simplifiée, en déménageant. Donc lui il grandit dans une famille une grande famille bourgeoise du sud de l'Angleterre, de Brighton, hein, et il va faire ses études à Cambridge, comme beaucoup d'intellectuels de gauche, etc., et pas que de gauche d'ailleurs, et va ensuite trahir plus ou moins son milieu pour aller rejoindre le nord industriel de l'Angleterre et en fait se lier aux mouvements politiques, militants qui existent en Angleterre, réformateurs, voire parfois même quasiment révolutionnaires. Et en fait, à partir de cette sorte de déplacement qui est le sien, de quitter sa classe, quitter un territoire vers le nord de l'Angleterre et vers la campagne. Voilà, il tisse un mode de vie, une vie simple, et il commence aussi à écrire sur la science sexuelle. Donc c'est un des premiers à écrire à la fin du 19e sur ce qu'on appelle sciences sexuelles, sexologie, etc. Mais comme il n'est pas médecin, on va dire qu'il est plus essayiste sur ces questions-là. Et c'est pour ça qu'il m'a très vite intéressé, c'est qu'il me semblait l'une des premières références, à ma connaissance en tout cas, qui a tenté d'articuler la question de la critique de l'industrialisation, du capitalisme industriel de la fin du 19e avec un mode de vie et la question sexuelle. C'est-à-dire qu'il a essayé de penser un rôle aux personnes qui commençaient à être envisagées, c'est-à-dire qu'avant, c'est dont parle Foucault et d'autres, c'est-à-dire qu'avant le deuxième moitié du 19e siècle, on ne se pense pas, on ne se conscientise pas comme membres comme des sujets spécifiques avec une conscience homosexuelle, etc. Avant, il y a des pratiques, mais le basculement vers le fait de se sentir sujet, hétéro, homo, etc., il est dû évidemment à des discours, des disciplines, enfin voilà, tout un arsenal disciplinaire, etc. Et donc lui commence à se dire,
si je suis différent, il parle d'uranisme ou de classe intermédiaire, est-ce qu'il y a un rôle, est-ce que j'ai un rôle à jouer dans la société? Est-ce que mes camarades et membres de cette classe ont un rôle à jouer, transformateur, dans cette remise en question des dominations et de la destruction du vivant? Parce qu'il est quand même très sensible à ça. Ouais, je vais m'arrêter là parce qu'après je fais des tunnels sur Carpenter. Donc peut-être qu'on peut lire... Ah oui, non, pardon, et sur son rapport... Mais peut-être on va écouter d'abord pour que vous sentiez déjà sa voix. Donc c'est une traduction que tu es en train de réaliser. De son autobiographie qu'il a écrit autour de 70 ans, qui étaient des notes autobiographiques. Et effectivement, là, je traduis, que ça doit sortir à la rentrée prochaine. Je fais un petit peu d'autopromo. On peut donner le titre? Ça s'appelle « Mes jours et mes rêves ». Vers la fin de mes années à Brighton, l'épanchement naturel de la jeunesse m'a souvent poussé à chercher dans les rapports avec la nature une consolation et un échappatoire aux souffrances de la vie quotidienne. La vie sociale de Brighton, avec ses amabilités, là où il n'y avait pas de gentillesse, me refroidissait à l'extrême. Et j'ai souvent eu l'impression, dans les années qui ont suivi, que je m'enrhumais, moralement parlant, chaque fois que j'y retournais. Le paysage et les environs de Brighton sont assez froids et décharnés, et les arbres, dont j'ai toujours aimé le refuge bienveillant, n'existent pas ici. Cependant, l'endroit possède deux éléments naturels, et ces deux éléments sont restés étonnamment sauvages et intacts, la mer et les Downs, qui sont les collines crayeuses du sud de l'Angleterre. Nous vivions à moins de 200 mètres de la mer, et sa clameur résonnait dans nos oreilles nuit et jour. Lors de terribles nuits de tempête, c'était une joie macabre de descendre au bord de l'eau à 22 ou 23 heures, dans l'obscurité totale, en se frayant un chemin à pied ou à l'aide de ses mains sur la plage rocailleuse, à peine capable de tenir debout à cause du vent, et de regarder les déferlantes blanches bondir soudainement hors du golfe, tout près de soi, les hurlements de la plage en folie entraînés par la vague, le grondement du vent comme des canons lointains, et la lumière occasionnelle d'un navire luttant pour sa survie dans la houle. Mais les Downs étaient mon refuge préféré. Les jours ensoleillés, je les parcourais sur des kilomètres sans trop savoir où j'allais, dans un état étrange et moite, heureux de trouver un renfoncement comme celui décrit dans L'histoire de mon cœur de Richard Jefferies, où l'on pouvait s'allonger à l'écart pendant un certain temps pour ne distinguer que les nuages, les herbes et un papillon occasionnel, ou simplement entendre l'aboiement distant d'un chien ou le vrombissement lointain d'un train de banlieue. Les Downs s'entremêlent à toutes mes pensées et réflexions de l'époque. Comment décrire, comment ne pas me remémorer les pensées qui me venaient alors que j'errais vers la fin de ma scolarité sur ces mêmes collines, des pensées mal agencées, à moitié formées? Les Downs étaient mon échappatoire. Même dans leurs moments les plus froids et les plus désolés, ils me permettaient d'échapper à une sécheresse et à une solitude pire encore, qui, à l'exception de l'amitié de quelques garçons à l'école, furent une réalité quotidienne pendant toute cette période. La nature était plus importante pour moi, je crois, que n'importe quel attachement humain, et les Downs étaient ma nature. Ça, c'est un passage du tout début de son autobiographie qui me semble intéressant parce qu'il esquisse un rapport, comme, en fait, un peu en écho aussi romantique, très romantique, parce Carpenter est nourri par la poésie romantique anglaise, de Tennyson, de Wordsworth, que lit son père, mais qui esquisse aussi quelque chose d'une première intrication entre la question sexuelle, du désir à moitié formé, des pensées, puisque très vite, quand il se décrit enfant, il a conscience d'être différent. Il fait l'expérience d'une différence qui, dans le milieu de la bourgeoisie victorienne, est impossible à la fois à conscientiser, à verbaliser. Et donc, très vite, la nature devient un endroit, une sorte, ce qu'il dit, un échappatoire, un refuge. Et la question du paysage comme refuge, c'est quelque chose qu'on retrouve. Là, je lisais en ce moment un roman lesbien qui s'appelle Stone Butch Blues, qui est un magnifique roman lesbien sur des histoires d'amour lesbiennes dans les espaces ouvriers, qui raconte comment, pareil,
il y a une sorte de sortie vers la nature et que la nature est une sorte d'espace neutre qui échappe en fait à la morale et à la morale sociale dans lesquelles grandissent ces vies et ces jeunesses queer. Et il me semble que c'est exactement ce qu'essaye de dire Carpenter, c'est que ce qui l'attache à la nature, c'est évidemment une forme de romantisme, mais c'est aussi la possibilité d'une sorte de paix. Et d'une sorte de paix et d'absence de jugement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça vient aussi apporter un autre éclairage par rapport à celui de dire on quitte le territoire de la ruralité, moi ça a été mon cas, pour aller vers la grande ville, pour cette fois-ci y trouver une émancipation. C'est encore autre chose. Et qui, pour moi, articule vraiment la question au paysage. Et puis après, les déplacements de Carpenter vont l'amener à vraiment déménager dans un espace rural, dans une petite bourgade à côté de Sheffield. Et là, le rapport à la nature va se complexifier une fois âgé. Il y aura aussi une analyse aussi de la destruction en cours, peut-être de manière aussi en écho avec ce qu'on disait tout à l'heure, la conscience des processus de destruction liée à l'industrialisation, les questions de pollution, etc. etc. Mais je trouve ça beau de commencer par l'enfance pour évoquer aussi quelque chose qui se tisse dans l'enfance. Voilà. Et qu'on retrouve d'ailleurs on retrouve les influences dans ton texte, je trouve aussi. Ah oui. Lui au début. Allons du coup dans le côté justement de l'expression aussi de ces désirs par la nature. Et je pense à Derek Jarman. Est-ce que pareil, même exercice. Qui est-il? Et puis peut-être aussi après on pourra faire une lecture croisée parce qu'on remarque chez ces auteurs-là qu'il y a évidemment beaucoup de résonance et des pratiques aussi qu'on retrouve, des pratiques émancipatrices d'une certaine manière. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire et avant qu'on passe à Jarman, mais ça me fait penser ce que tu dis sur la ville, qui est une des choses qui m'a toujours laissé très perplexe avec Roux, c'est qu'il ne soit jamais parti. C'est qu'en fait, à la même époque, des gens de sa génération qui étaient nés, avaient grandi dans la même région, voire dans le même milieu, en fait, partaient, allaient au pire, à Lausanne, qui était quand même le strict minimum, et au mieux à Paris. Et en fait, lui n'a jamais fait ça, justement. Il n'a jamais fait ce mouvement vers la grande ville où il aurait pu vivre sans doute les choses de manière très différente. Et à l'inverse, son refuge, puisque le mot est revenu plusieurs fois et qu'il est important, a été justement dans la nature, si ça veut dire quelque chose, en tout cas dans les plantes, ça, vraiment de manière très claire, dans la botanique, vraiment même une science chez lui de ces choses-là. Et pour le coup, ça rejoint Jarman. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui, je me dis que c'est intéressant. Je vais parler de Jarman, mais en fait, la question, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, alors soit on reste dans les territoires, soit c'est quoi cette teneur du retour à la nature. Et moi, il y a une vraie question qui se pose aussi, parce que Jarman est un auteur beaucoup plus moderne que Roux ou Carpenter, qui vraiment, lui, traverse quand même beaucoup plus. J'étais persuadé que j'avais touché le micro, ça arrive régulièrement. 70, 80, 90, il meurt du sida en 94, il me semble. Donc il y a une vraie différence aussi dans la manière dont la nature peut être envisagée et dont on peut s'y rapporter. Je trouvais intéressant ce que tu soulignais avec Roux, parce que tu dis que c'est un paysage qui finalement change assez peu entre moi quand je regarde, etc. Sauf que, en fait, par exemple, le paysage que va contempler Jarman est un paysage très fortement marqué quand même, en l'occurrence par l'arrivée du nucléaire, d'une énorme centrale en fait, qui s'installe dans le sud de l'Angleterre. Il va emménager dans une petite maison de pêcheurs juste à côté, la question de la pollution par les radiations, etc. Donc c'est vrai qu'en fonction du territoire, de l'époque, etc., la manière dont on se représente le rapport au paysage, elle influe énormément sur les descriptions, sur la subjectivité même de qu'est-ce que ce serait ce retour à la nature. Et c'est vrai que moi je trouve que notre modernité et la manière dont nous on s'inscrit au présent dans ces espaces-là, je me dis de plus en plus qu'il faut que je fasse attention à ce romantisme-là, qui est le romantisme de Carpenter, quand même, en gros, de dire j'essaye de retrouver en bon victorien une sorte de nature préservée. C'est ce que j'essaie de critiquer un peu dans
la conception des calanques comme espace préservé, qui est quand même un espace fabriqué de toutes pièces, enfin de toutes pièces, j'exagère, mais en tout cas un espace qui a été d'abord un espace industriel, avant de devenir un parc naturel, et un espace dont les sols sont hautement pollués. Donc la question de l'invisibilité des marques de l'industrialisation, elle est en fait présente dans le territoire. Tout ça pour dire que Derek Jarman arrive comme un endroit qui me semble poser autrement justement ces questions, puisque donc c'est un artiste, réalisateur, peintre et alors diariste. Il écrivait un journal intime qui savait très bien qu'il allait être publié, donc dans quelle mesure c'était véritablement intime, je ne sais pas trop, mais dans lequel en fait il va consigner alors sa vie, mais aussi son déménagement dans le sud de l'Angleterre, dans le Kent. Il achète, au moment où il apprend sa séropositivité, juste après la catastrophe de Tchernobyl en 86, une petite maison de pêcheurs. Et il achète cette petite maison de pêcheurs qui se trouve à côté d'une centrale nucléaire. Donc il investit un territoire qui déjà n'est pas un territoire de nature idyllique, mais dans lequel il va, tout en étant malade et tout en voyant disparaître autour de lui une communauté d'amis et d'amants, créer un jardin, écrire sur son jardin et écrire sur son quotidien. Et en fait, va se tisser, et c'est pour moi quelque chose au cœur de la question d'une écologie queer ou déviante, va se tisser quelque chose d'un soin réciproque ou mutuel, d'une sorte de circulation entre le soin que lui apporte à la terre et aux plantes et la manière dont lui, malade, va aussi récupérer quelque chose d'une vitalité dans la croissance répétée du jardin et dans la réparation du territoire. Et il me semble qu'il y a quelque chose de très important voilà, à ce niveau-là. Cette réciprocité, on la retrouve aussi pas mal dans les mouvements écologistes. Je pense à Notre-Dame-des-Landes qui, avec cette phrase « Nous sommes la nature qui se défend », et on voit qu'en fait, en effet, sortir de cette conception trop linéaire et de penser la réciprocité est aussi voilà, est assez intéressante aussi. Oui, d'ailleurs, même dans le terme « retour à la nature », il y a quelque chose de très dérangeant parce que c'est comme si nous n'en faisions pas partie et qu'il fallait retourner dans quelque chose alors qu'on ne l'a jamais quitté d'une certaine manière. Donc je trouve que dans cette phrase cette espèce de slogan, ça dit bien ça, il me semble. On ne peut pas retourner, on y est. On l'est même. Concernant Jarman, peut-être on va peut-être faire une lecture, mais avant, ce qui m'intéresse, parce qu'on ne va pas l'entendre dans la lecture, c'est la place qu'il accorde au parc et sa relation au parc. Et je trouve, je te cite parlant de Jarman, tu dis « Il s'engouffre dans les parcs à la tombée de la nuit pour y jouir du paysage et de ses furtifs habitants. » Puis plus loin, « La baise al fresco, à la fraîche, et la baise originelle. Le jardin d'Éden n'a-t-il pas existé avant la demeure dont le dessein était de cacher notre nudité? Le sexe sur la lande est une idylle avant la chute. » Et ça, c'est lui qui écrit. Et je n'ai pas pu m'empêcher ici de penser au tiers paysage du paysagiste Gilles Clément. Toutes ces interstices, ces lieux de marge, ces friches urbaines délaissées, abandonnées par le système ou l'utilité, qui sont en fait des espaces d'appropriation, d'émergence, où peut se témoigner aussi voilà, une certaine pratique, mais aussi une certaine libération, une certaine expressivité. Je trouve ça intéressant par rapport aussi à ton texte de mettre en relation, de se dire où est-ce qu'on envisage les territoires de l'érotisme. Alors évidemment, il y a la grande ville, les bars, les clubs, les rues, les parkings, les aires d'autoroute. Voilà, il y a toute une histoire du cruising, des rencontres sexuelles entre hommes, mais pas uniquement d'ailleurs, puisque c'est aussi des lieux de travail du sexe, hétéro, etc. Mais m'intéressent évidemment aussi ces espaces. Et à un moment, quand tu tisses voilà, l'endroit où vous vous retrouvez avec ce compagnon, il y a quelque chose aussi des espaces un petit peu secrets, des espaces de la discrétion dans l'espace même de la forêt. La forêt, c'est cet en dehors aussi. Donc les marges et les lisières géographiques, elles sont évidemment investies aussi par les érotismes déviants, parce que c'est là qu'elles sont repoussées. C'est là aussi que parfois elles ont besoin de... le texte dans les calanques, il y a une zone de cruising, de rencontres sexuelles à la marge de la ville et à l'entrée des calanques. Et ça dit quelque chose aussi. De même que les zones de rencontres dans les parcs, comme celle qu'affectionne Derek Jarman, qui est en l'occurrence un parc au nord de Londres qui s'appelle Hampstead Heath,
qui est en fait une lande dans laquelle il va revenir toute sa vie, sur laquelle il va écrire, n'est qu'une prolongation de cette hétérotopie qu'il fait exister dans des espaces naturels refuges. On retrouve la notion du refuge, mais en gros, l'idée, c'est qu'il va chercher dans différents espaces liés naturels cet Éden que tu cites, cette baise al fresco, c'est aussi un retour, c'est pas un retour à la nature, c'est un retour à un certain idéal presque antique, un idéal presque pastoral, dans l'idée dans laquelle ce serait l'idée, c'est on rentre dans un autre paysage, un peu suspendu, que les regards non aguerris ne peuvent déceler, mais dans lequel on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir se lier aux vivants non humains, parce que ce n'est pas qu'une histoire de sexe entre hommes, c'est aussi une histoire de lien avec d'autres plantes, et je trouve que c'est très présent aussi dans ton texte, et dans lequel on va pouvoir faire l'expérimentation d'une certaine liberté. Donc peut-être que sans en dire plus, c'est un bon moment pour enchaîner sur les deux textes, mais peut-être tu veux qu'on... Je me dis que... Je lis celui-là ? Ouais. Alors j'ai corrigé juste parce qu'il y avait des petites fautes dans mon texte qu'il entretient avec son camarade à la fin. Ouais. Oui. Et puis là ? Ou alors on fait l'inverse. Élève. Ah, d'accord. C'est un texte non corrigé encore, donc voilà. C'était une écriture de cochon, si je peux me permettre. Pas très, voilà. Naturel, on va dire. Le 22 mars 1989, Derek Jarman remonte un chemin escarpé le long d'une falaise du village de Hordle, dans le Hampshire, la région de son enfance. Quelques douzaines de violettes d'un pourpre profond sont nichées dans un petit renfoncement. Fleur du secret, associée dans son journal Modern Nature au culte de Déméter et aux hommes adolescents, elles font surgir du passé le souvenir d'une rencontre avec un autre camarade dans un jardin à l'abri des regards lors de ses années de pensionnat. Les premiers émois physiques des deux jeunes garçons, nus sous le soleil du printemps, où violettes et peaux s'entrelacent, sont vécus comme une expérience inaugurale, une symphonie sensorielle entre le monde humain et non humain. Un nouveau verger et jardin était mien, écrit-il alors. Ce jardin en fleurs devient pour lui le symbole d'une jouissance pure, d'une relation au monde et à l'autre authentique avant que ne s'immiscent la honte et la condamnation sociale extérieure. Celle de sa grand-mère qui accuse les violettes de corrompre l'air et d'annoncer la mort, ou celle des violences homophobes infligées par d'autres élèves de pensionnat lorsque ces derniers découvrent la relation qu'il entretient avec son camarade. S'il est des expériences primordiales pour Derek Jarman, cet espace-temps suspendu d'un jardin vivant et enclavé, au cœur même d'une réalité constituant l'érotisme homosexuel et ses symboles comme pervers ou moribond, inaugure une hétérotopie où s'entremêlent désir et paysage. Derek Jarman n'aura de cesse de la chérir et de la pourchasser une fois adulte. En sortant du jardin, il repasse devant les digitales de la cour. Allez voir dans cet état, petit tas pourpre, à terre, on ne croirait pas qu'elles sont toxiques. Sa tante l'avait prévenu. Un jour, il y a très longtemps, si tu en manges, ton cœur s'arrête. C'est peut-être son premier souvenir qui remonterait aux toutes dernières années du XIXe siècle. Des poules prennent leurs aises dans la vieille cuisine de la ferme de leur enfance. Une soupière à moitié pleine se balance dans le large manteau de cheminée. Il a 2 ou 3 ans et observe sa tante accroupie, jupes aristocratiquement vastes en corolle autour de son corps ramassé. Elle a mis à bouillir des gerbes entières de gants de Notre-Dame. Les fleurs se tordent, fondent, précipitent et réduisent. Une décoction aux propriétés de magie blanche dont elle badigeonnera les interstices du dallage pour empêcher les morts et les mortes, là-dessous, d'exercer leur influence. Si tu en manges, ton cœur s'arrête. Où est Madeleine ? Assis sur le sol, Gustave joue avec une fleur qu'il a sauvée de la marmite. Si c'est un gant, on doit pouvoir l'enfiler. Ses petits doigts cherchent le moyen de s'enfoncer dans la grappe. Aujourd'hui, 19 septembre, Gustave est debout devant la maison sous la vigne du Canada qui a viré au rouge, les digitales à ses pieds, son carnet à la main, et je le vois enfant, les doigts vêtus de fleurs. Merci beaucoup.
Pour les 15 dernières minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on aborde un peu la question de la catastrophe. C'est dit, hein, c'est comme ça. Notamment tu parlais de German et puis tout son rapport justement à la ruine et l'esthétisation de la ruine qu'il a essayé de mener aussi dans son petit coteau des côtes de l'Angleterre. Et j'aimerais, pour commencer, montrer qu'il y a une certaine manière de raconter la catastrophe. Et je fais référence à ton ouvrage, Bruno, dans la ville provisoire, qui se passe dans une ville qui est d'ailleurs jamais tout à fait nommée. On comprend qu'on se situe à Venise, mais c'est jamais tout à fait dit. Et il y a une espèce de tension perpétuelle dans l'ouvrage, d'eau qui monte, un peu sinueuse comme ça. Et puis la banalité d'un quotidien aussi raconté par le personnage. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette catastrophe non spectaculaire qui est racontée. Il y a aussi peut-être un désir qu'on peut ressentir à travers des moments ou lors de moments de catastrophe. Est-ce qu'on peut peut-être lire le passage en question et puis tu pourrais le commenter aussi peut-être. Donc oui, c'est un texte dans lequel le narrateur est à peu près tout le temps seul. Disons, il est seul, mais il voit des gens. Beaucoup de choses passent par le regard. Il est dans cette ville, il observe, il croise des gens, mais il rentre presque jamais en interaction avec qui que ce soit, puisqu'il passe ses journées à trier les archives dans une maison vide. Les sirènes ont retenti ce matin-là aussi, mais il y avait longtemps que je n'y faisais plus attention. Quand j'ai fini par ouvrir les yeux plus tard, la chambre était traversée d'une lueur d'aquarium. Des reflets mouvants, turquoise, faisaient onduler le plafond. Autour de moi, les draps étaient agités de vaguelettes. Le sol tanguait sous mes pieds nus, il était glacé. Le printemps avançait mais ne parvenait pas jusque dans la résidence. La corbeille de linge sale se trouvait au milieu du passage. J'ai trébuché en m'approchant de la fenêtre. C'est de là que ça venait. Je l'ai ouverte pour me pencher. Le Rio avait enflé jusqu'à déborder de son lit. Il léchait presque sans bruit le bas de la façade. Je voyais en transparence les lignes floues des dalles du quai. Dans l'un des immeubles d'en face, un homme était comme moi à sa fenêtre. Il se tenait très droit, la tête tournée dans ma direction. C'était la première fois que je le remarquais. J'étais accoudé sur le rebord, le buste au soleil. Il ne pouvait pas savoir que j'étais nu. Il m'apparaissait dans un léger contre-jour, je devais plisser les yeux pour que sa silhouette se précise. Il ne bougeait pas. Son bras était replié sur son torse, l'autre main était posée sur sa ceinture, elle jouait avec. Je ne distinguais pas son visage. J'ai baissé la tête vers l'eau qui glissait au pied de nos immeubles. La surface était nette, lavée. Les algues du fond, prises dans le courant, s'agitaient comme de longs corps souples. Mon regard revenait toujours à l'homme qui avait maintenant passé une main sous son t-shirt, dévoilant le bas de son ventre, juste une tache claire à cette distance et dans ce contre-jour. Un très bref éclat métallique au moment où il a défait la boucle de sa ceinture. Je me suis redressé imperceptiblement. Je ne pouvais pas être certain que c'était à moi qu'était destiné ce lent déshabillage. Il m'a semblé qu'il m'avait fait signe, j'aurais peut-être pu le rejoindre. Je gardais la tête baissée vers le Rio, mais mes yeux ne quittaient plus l'homme qui se caressait doucement, pendant que le soleil montait derrière lui et que l'eau se déployait presque sans bruit entre son corps et le mien. En fait, c'est toujours difficile de parler de ça parce que typiquement, ce texte-là, pour moi, il y avait un tas d'enjeux, mais par rapport à ce que je disais au tout début de la rencontre, mon outil, c'est la fiction, ou en tout cas, je ne sais jamais très bien comment qualifier, en tout cas, c'est de faire des phrases. C'est ça que je cherche, en fait, c'est de trouver un rythme, de trouver des images aussi. Voilà. En fait, c'est ça, je crois que c'est ça le mot, c'est que je réfléchis et
Je conçois les choses beaucoup plus par image que par concept. De scène, d'ailleurs. Je parle de scène, exactement, c'est ça. En fait, je pense, enfin, quand j'écris, en tout cas, je pense en scène. Mais en même temps, derrière ces scènes, derrière ces images, j'aimerais bien dire des choses, évidemment. Et là, dans ce passage, il y avait à la fois cette question du désir, clairement, le désir un peu, en plus, frustré, ou en tout cas vaguement, avec une vague dimension de danger quand même, puisqu'il y a cette eau qui envahit la ville, enfin... Mais toutes ces choses, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'en parler puisque tout tient, selon moi évidemment, dans les images. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Mais effectivement, pour la question de la catastrophe, qui est en tout cas un gros mot, mais ça s'articule bizarrement à celle du désir, effectivement. Mais là aussi, j'ai du mal à... C'est presque une intuition plus qu'une chose dont je peux parler bien. Qu'est-ce que tu en penses aussi? Est-ce que c'est le désir pour lutter contre la catastrophe? C'est ça fait, notre grand remède? Depuis tout à l'heure, comme on n'a pas pu réagir sur le texte d'avant, je me dis attends, comment je fais pour réussir à articuler le truc? Et en fait, c'est exactement ça, c'est bien. En fait, je trouve intéressant la question que le désir se maintienne dans un moment de menace. Et dans les textes qu'on a lus juste auparavant, on voit qu'il y a des interprétations divergentes sur le rapport aux fleurs qui donnent la mort, la violette et la digitale. Et qu'une partie des écologies queer, selon moi, c'est celle aussi de venir subvertir ou de venir accueillir la dimension de la mort. Et là, ce qui est intéressant avec la tante de Gustave Roux, c'est qu'elle dit « on ne laisse pas les morts venir ». Alors que les écologies queer et les textes d'Eric Jarman est habité par la question de faire advenir les morts au présent, de faire advenir celles qui sont en train de disparaître, qu'ils soient humains ou non humains, et d'accueillir la catastrophe qui vient. Derek Jarman est obnubilé par la question de la catastrophe. Il est vraiment dans un messianisme très dense, esthétique, etc. Mais il est confronté très clairement à la question de la catastrophe. Tchernobyl, la pollution aux radiations, le sida. Et il me semble que ce qui est du coup en écho, et qui moi, du coup je le construis pas comme une scène, mais en tout cas j'ai besoin d'aller me rassurer et retrouver et de trouver la manière dont se maintient la vitalité dans la catastrophe. Et il me semble que s'il y a quelque chose aussi à tirer de ces expériences de minorisation, mais aussi de violence qui se posent sur la sexualité, c'est la manière dont cette sexualité est au sens très large, cette sensualité, cet érotisme du vivant continue de se maintenir même dans un moment de destruction. Et je pense que s'il y a des formes de résilience qui se tissent depuis des expériences minoritaires, des récits, des scènes, des fictions, de la poésie, elles émanent de consciences qui ont fait l'expérience dans leur chair et dans leur communauté de cette violence. Et qui, du coup, produisent une forme de contre-culture qui a même, sinon de sauver, en tout cas de réparer et de produire une forme de... Et il me semble qu'on est exactement là-dedans avec ton texte, comme on l'est exactement avec Derek Jarman quand il écrit cette sorte de... Parce que ce n'est pas seulement le jardin, c'est aussi écrire sur le jardin. Voilà, quand il met en écriture aussi le processus qui est le sien. Il y a quelque chose, sinon d'une réparation, en tout cas d'une conscience très aiguë de l'articulation entre Eros et Thanatos, entre la pulsion de mort et la pulsion de vie. Et il me semble qu'en ce moment, c'est pas du luxe que d'aller puiser dans ces énergies-là qui circulent. Et pour moi, c'est pas uniquement lié à la question sexuelle, je vais m'arrêter là, c'est lié vraiment à la question de l'expérience de la violence. Et du coup, ça touche plein d'expériences de minorisation. Je trouve qu'on le voit particulièrement dans des écrits féministes, dans les écrits aussi qui articulent les questions décoloniales, etc., dans des écrits qui sont sensibles à la question de la violence et la manière dont elle touche les corps et dont les corps résistent. Il y a une question que j'aimerais poser à tous les invités de ce cycle entre nature et littérature. On parle qu'on est entré dans l'Anthropocène. L'Anthropocène signifierait l'âge de l'homme, de l'humain. Est-ce que ça veut dire que la nature est morte, selon vous? Ou du moins la nature sauvage? Et si non, où est-ce qu'elle se trouve? Il faudrait que je fasse une scène. Non, vu que j'ai vraiment du mal à dissocier, même à concevoir ce qu'on entend par
nature, même nature sauvage, à vrai dire? Je dirais que non. En fait, peut-être qu'à la place de nature, je dirais vivant. Donc en fait, il y a du vivant, il est là. Il est différent, il est souvent abîmé, il est transformé, mais il est là. Je pense que je te rejoindrai là-dessus. Moi, j'aime pas le terme anthropocène. Je l'utilise À dessein. À dessein, ouais, complètement. Parce qu'on va dire qu'il y a énormément de termes en ce moment qui circulent. Alors, nature, vivant, anthropocène, capitalocène, plantationnocène, androcène. La question, c'est de définir l'ère et quelles sont les responsabilités dans cette ère qui est la nôtre, de défritement. Parce que le vivant ne disparaît pas, il est en train de s'effriter à certains endroits, mais il se maintiendra bien après notre disparition. La question, c'est quand on dit anthropocène, qui est-ce qu'on gomme ? Parce que tous les anthropos, tous les humains ne sont pas responsables, et les histoires sociales et humaines ne sont pas responsables de la même manière. Donc est-ce qu'on met en avant la question du capitalisme? Est-ce qu'on met en avant la question du système plantationnaire? D'un point de vue féministe, du fait que c'est d'abord un système patriarcal et capitaliste, patriarcat-capitaliste. Voilà, on peut... Donc moi, en tout cas, au sein de cette modernité capitaliste-là, je te rejoins entièrement sur la question que c'est difficile de fonctionner avec le terme de nature, de même que c'est difficile de considérer que nous arrivons au monde naturel, parce que en fait, tous les corps naissent depuis la gestation, en raison de tout ce qu'on ingère. Là, j'avais une super émission sur France Culture sur le microbiote. En fait, on est déjà modifié. Et ce qu'on apprend pour des paysages sauvages, naturels, etc., sont quand même pour la plupart, en fait, des constructions de notre modernité. Et quand je dis de notre modernité, c'est du siècle et demi dernier. Donc une fois qu'on a dit ça, de quelle nature on parle? Cette nature, elle est morte depuis bien longtemps, en fait. Mais du coup, la question, c'est pas tellement de est-ce qu'il faut qu'on revienne à une nature qui serait morte, mais qu'est-ce qu'on fait de nos territoires pollués? Qu'est-ce qu'on fait de nos corps transformés? Et qu'est-ce qu'on fait aussi de cette stigmatisation qui s'abat par ailleurs sur beaucoup des corps queer, où ils se voient constamment rejetés du côté de corps pollués à cause des hormones, à cause des technologies, etc. etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos vulnérabilités? Il y a un très bel ouvrage qui s'appelle « Against Purity » d'une chercheuse états-unienne qui réfléchit à ce problème des dualismes, notamment pur, impur, nature contre nature, et qui met en avant le fait qu'une partie des discours minoritaires, qu'ils soient féministes, décoloniaux, etc., queer, etc., c'est d'essayer d'échapper à ces dualismes et de réfléchir avec la matérialité de ce qui nous est donné. Et en l'occurrence, réparer le vivant, c'est prendre en compte cette hybridité-là, et poser les questions des responsabilités et de l'exploitation, etc., etc. Il me semble que du coup, si on parle de « nous sommes la nature qui se défend », il faut à ce moment-là qu'on redéfinisse véritablement la nature qu'on est en train de... la manière dont sémantiquement on veut charger ce terme-là. Merci. Est-ce qu'un de vous souhaiterait redire quelque chose ou terminer une idée, un propos, une volonté avant qu'on passe peut-être la parole brièvement au public, peut-être pour une ou deux questions maximum. Il y a une verrée qui vous est proposée juste au-dessus. Vous aurez l'occasion de pouvoir échanger aussi avec Bruno ici. Mais je ne sais pas si, voilà, de votre côté, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ouais, ça va. Et de la vôtre, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions qu'on serait prêt à prendre? Sinon, ça va se passer au-dessus. Personne? Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour cet échange. Donc, je vous invite à monter et puis profiter d'un petit verre toutes et tous ensemble. Et puis, il y a les ouvrages qu'on a évoqués qui sont disponibles aussi en haut. Et on se retrouve le 13 juin pour la prochaine... Pour la prochaine rencontre. Et je remercie à nouveau la Fondation Michalski pour l'accueil de cette discussion. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.